C'est l'été et la martingale est toujours là avec des épisodes rediffusés. On vous propose avec l'équipe de la martingale des super épisodes pour cet été. Parmi ceux que vous avez le plus kiffé, les plus gros volumes d'écoute ou le plus gros nombre de messages que vous avez pu envoyer par la suite. Voilà. Donc profitez bien. N'oubliez pas de partager ces épisodes à toutes les nouvelles personnes que vous rencontrez pendant l'été. Quoi, tu connais pas la martingale ? Voilà. Vous prenez leur téléphone, boum, vous les abonnez. Je compte sur vous, je vous embrasse, je vous souhaite un bon été, bonne écoute. Salut à tous, je suis ravi d'avoir cette opportunité d'enregistrer avec Delphine. Salut Delphine. Salut Matt, je suis très heureuse moi aussi d'être là avec toi aujourd'hui parce que ça fait très très longtemps que je suis le podcast et du coup voilà, je passe enfin de l'autre côté de la barrière, ça me fait super plaisir. Et ben moi aussi, écoute, je suis triste de pas te voir en chair et en os, mais il me semble que la prudence s'impose, même si on doit pouvoir se faire des dérogations dans tous les sens. Je crois que c'est pas nécessaire. Puis en plus, comme tu es podcasteuse également, tu as le matériel qui va bien, donc on va avoir un son qui est bon des deux côtés, et ça c'est déjà pas mal. Je suis hyper content parce que on a échangé. Alors d'abord sur LinkedIn, tu m'as parlé de tes projets. Je me suis dit la meuf est complètement tarée. Excuse-moi, hein, mais parce que quand même quelqu'un qui me dit entre les deux confinements, puis à l'approche du deuxième confinement, ouais, je prends des appartes, je fais du Airbnb, ouais, mais donc attends, et puis après on s'est parlé et je me suis dit non en fait c'est possible, comme quoi c'est possible. En tout cas, toi, tu y arrives. C'est une expérience hyper singulière dont on va parler aujourd'hui. Je suis vraiment ravi que tu partages ça. Avant que tu nous racontes tout ça, je voudrais juste recommander aux auditeurs de la Martingale une de tes activités. Tu as deux activités principales. Toi-même, tu es éditrice, on va dire, de contenu. Tu partages finalement, un peu comme moi aussi, tes activités dans tes découvertes dans la finance perso. Alors, notamment en podcast à travers Budget Chéri, qui est aussi un podcast qui parle d'argent, mais sous un prisme aussi un peu différent de la martingale. Tu vas parler d'argent aux enfants ou l'argent dans le couple ou plus largement certains de tes investissements, c'est ça ? Exactement. Et puis Imo Chéri, qui est ta newsletter autour de l'immobilier et de tes activités immobilières. Et en plus, bientôt, tu vas éditer des formations, des trainings complets pour accompagner les lecteurs de ta newsletter ou les auditeurs de tes podcasts pour savoir se former et gérer un peu mieux leur argent. Tu m'en dis un peu plus en intro, rapidement ? Ouais, j'aimerais le pitcher aussi bien que toi, hein, je t'avoue. Effectivement, en fait, avec le podcast, j'ai rencontré énormément, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'auditeurs qui avaient besoin d'un accompagnement. Donc, j'ai créé un programme pendant le premier confinement pour aider les personnes qui étaient dépensières à régler ce problème une bonne fois pour toutes et remettre les choses dans l'ordre. Et puis aussi peu de temps avant l'été, donc j'ai commencé cette newsletter Imo Chéri. Et là, maintenant, en ce moment, je suis en train aussi de lancer un programme d'accompagnement sur le sujet qui m'amène à être avec toi aujourd'hui, qui est cette activité très particulière de sous-location professionnelle. Alors, on mettra, sous-location professionnelle, c'est parce que toi, alors on y viendra. C'est pas si professionnel que ça. Enfin, oui, c'est professionnel, mais c'est aussi pour des particuliers. Bref, on va détailler tout ça. On y reviendra. Évidemment, je précise à tout le monde que vous avez tous les liens de tout ce qui concerne Delphine, donc Budget Chéri, Imo Chéri, etc. dans la page lamartingale.io et puis aussi sur les notes du podcast, sur l'appli de podcast sur laquelle vous êtes. Mais donc, pour rentrer dans le vif du sujet. Tu as commencé à opérer sur Airbnb et Booking aussi, c'est ça ? Exactement. Quand ? Alors. Quand ? Réponds à ma question. Quand ? Ouais, quand l'idée, évidemment, a germé depuis le début de l'année. Et puis, j'aurais aimé me lancer plus tôt, mais j'ai attendu le premier déconfinement pour initier cette activité de sous-location professionnelle. Est-ce que je vais expliquer en quelques mots, en quelques lignes en quoi ça consiste? Oui, non, mais pardon, on y vient, hein, évidemment, mais c'est juste que voilà, je voudrais faire une pause là-dessus parce que voilà, Delphine, donc dites-vous bien, dans une année où on se dit quand même le truc le plus con de l'histoire, c'est potentiellement de
de se lancer sur Airbnb en 2020. Enfin, tu vois. Et toi, tu t'es dit, bah ouais, je vais faire ça. Donc, juste avant que tu m'expliques techniquement ce que c'est, pardon, hein, je te traite justement. Hein, c'est moi qui suis Pas de con dans souci. l'histoire. Hein, je ne te traite pas puisque tu y arrives et que ça marche très bien. Donc, c'est ce qui m'impressionne et ce que je trouve hyper intéressant, c'est pourquoi tu te lances là-dedans alors qu'il y a plein d'autres choses? C'est quoi ta vision avant? Est-ce que tu vas pas en te disant bah j'avais entamé ça avant et du coup bah tant pis j'essaye quand même? Ou parce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis mais en fait louer des trucs sur Airbnb personne loue puisque personne ne voyage, tout le monde est confiné. Enfin tu peux juste recontextualiser tout ça avant de nous expliquer comment? Alors, il y a un peu de ce que tu as dit en premier lieu, c'est-à-dire l'idée que j'avais envie de faire ça et que, en général, j'aime pas être contrariée par des événements extérieurs. Donc, je dirais que j'ai pas pu faire grand-chose avec le premier confinement, mais que j'allais pas attendre la fin de la crise, quoi. De manière générale, j'aime pas l'idée que tout m'échappe et tout n'est pas entre mes mains. Et l'idée de se dire, attends, donc on va attendre quoi, un an et demi. Mais en vrai, si on y pense, l'activité de location en courte durée sur les plateformes Airbnb, Booking, subit régulièrement ce type de contingence. Bon là c'est particulièrement flagrant, mais il y a eu à Paris les attentats. On pense par exemple à l'usine Lubrizol à Rouen. J'imagine que pendant un mois ou deux, les loueurs de Airbnb ont dû être dans la panade à ce moment-là, mais c'était aussi AZF à Toulouse 10 ans auparavant. Là, il y a eu les inondations dans le sud. J'imagine qu'il y a encore aussi plein de loueurs de courte durée qui ont été impactés. En vrai, confinement ou pas, Covid ou pas, c'est une activité qui peut momentanément subir effectivement des fortes contraintes, des aléas. Et donc, je me suis dit aussi, en fait, ça sert à quoi d'attendre une fin de confinement ou une fin de Covid, parce que ça fait aussi partie du métier d'entrepreneur ou d'investisseur, que de créer un système qui est résilient en fait, versus ne pas se lancer par peur qu'il nous arrive quelque chose un jour, quoi. Oui, et ce qui est hyper intéressant, c'est que toi tu vas te lancer. Finalement, tu te dis, je vais me lancer dans le creux de la vague, quoi. Peut-être il y a un peu cette idée aussi, te dire, de toute façon, ça peut pas être pire, donc finalement, j'y vais maintenant et je vais forcément remonter un moment avec la marée, quoi. Il y a ça aussi, je me suis dit, si j'arrive à prouver que le modèle fonctionne maintenant, mais ça va être tout bénef pour moi parce que du coup, dans tout ce que j'ai cité jusqu'à présent, c'est vrai que probablement les 2 mois de confinement qu'on a connus au printemps étaient probablement ce que les loueurs ont connu de pire depuis bien longtemps et à une échelle mondiale. Mais oui, effectivement, il y a cette idée que j'ai un modèle et je vais l'éprouver au pire moment. Ce dont je me rends pas compte sur la location saisonnière. Là, tu parles de AZF ou de Lubrizol, enfin Rouen. Pour moi, en fait, j'ai peut-être ce méga cliché qui est la location saisonnière, c'est Paris, la Côte d'Azur, la Corse, quelques méga spots, peut-être un peu évidemment les stations de ski, mais et puis des maisons de campagne aux alentours des grandes villes, mais du Airbnb, t'en loues n'importe où dans des bourgades moyennes dans lesquelles c'est une réalité, ça? Alors, c'est vrai que c'est une des idées reçues qu'on a sur la location courte durée, qu'il faut être nécessairement dans une zone très touristique. Alors, il faut comprendre, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, je suis à 40% de remplissage au moment où on se parle, en plein milieu du mois de novembre. On se pourrait se dire tout le monde est en confinement et moi, mes 4 apparts sont remplis à 40%, parce qu'il n'y a pas que la clientèle de touristes, il n'y a pas que la clientèle étrangère, il y a aussi des professionnels, et la clientèle professionnelle qui choisit de ne pas aller à l'hôtel parce qu'elle se déplace et qu'elle a pas envie d'aller au restaurant tous les soirs, et a fortiori quand les restaurants sont fermés en ce moment, utilise encore beaucoup le Airbnb. Et de ce fait-là, ça n'est pas du tout une activité qui est réservée aux grandes villes ou aux zones touristiques. Moi, mes biens sont dans le nord de la France, donc on est au mois de novembre dans le nord de la France. Clairement, c'est
pas forcément. On se dit à la ah Côte ouais, d'Azur, ouais. Exactement. Donc c'est des biens qui soient à Dunkerque, qui sont sur la côte vers Dunkerque ou alors qui sont en Normandie, dans des villes moyennes. Il y a en fait énormément d'endroits en France où on penserait pas faire de la location courte durée, mais qui sont en fait des endroits très très porteurs. Ok. C'est vrai que c'est assez, en effet, pour moi, assez surprenant, mais tu te dis en fait qu'en effet, alors il y a probablement plein de cas aussi, j'imagine, possibles. J'essaie de tu me sens un peu. Ouais, je te sens questions, sceptique. Ouais, non, pas sceptique, mais je me dis, j'essaie de me projeter, de me dire qui va louer. Tu vois, et j'ai eu cette vision. Tout va bien dans mon couple, hein, je te rassure, mais je me suis dit en fait, j'ai des employés, il y a des tas de cas, etc. différents, mais je me dis en fait, finalement, c'est t'es en plein confinement, qui va louer quelqu'un à côté de chez lui à Dunkerque en plein confinement, c'est quelqu'un qui divorce en fait. Qui a besoin ou je sais pas, c'est des cas spécifiques comme non, ça. mais tu ne crois pas si bien dire en fait. Enfin, on a des professionnels de passage et puis j'ai aussi des cas un peu spécifiques. J'ai des personnes qui sont un peu dans un déménagement un petit peu compliqué et contrarié par le confinement et qui doivent se trouver une solution de rechange pour 2 semaines ou plus. J'ai des personnes qui m'ont contacté et qui souhaitaient se rapprocher d'un proche qui est vulnérable ou en fin de vie, mais qui ne peuvent pas vivre chez eux parce que là, par contre, c'est beaucoup trop dangereux, enfin exposant pour cette personne-là. J'ai une multitude de cas un peu spécifiques comme ça, et t'as raison en fait, une séparation des gens qui n'ont pas envie de vivre un second confinement ensemble, ça peut tout à fait être un cas où ils décident effectivement que pour notre bien, on est plus ou moins en cours de séparation. On va peut-être cette fois-ci le faire chacun de notre côté et on accepte peut-être en bonne intelligence de se partager les frais de ce confinement séparé. Ça peut aussi être un cas. Ou t'es testé positif, t'as besoin de te confiner tout seul, tu peux pas le faire chez toi. Ouais, non, en fait, il y a des cas d'usage. Je pense que les gens vont pas me le dire parce que je sais pas si je serais super chaude d'accueillir des gens qui me disent ouvertement qu'ils ont le Covid. Je voudrais l'appeler sur Airbnb la Covid House. Exactement. Non, mais par contre, tu vois, dans ma stratégie, en fait, quand le confinement a été annoncé, j'ai eu 6 ou 7 annulations coup sur coup. J'ai cru qu'honnêtement, j'allais faire un mois à zéro, vraiment, et je m'y étais préparée psychologiquement. Et j'ai fait un espèce de plan d'attaque le week-end où j'ai passé 2-3 heures devant mon ordi. J'ai revu toutes mes annonces, tous les textes, et j'ai mis à donf en avant les avantages liés au Covid. Et notamment, j'ai 3 de mes biens qui sont à moins d'1 kilomètre d'une plage. Et en fait, je l'ai mis hyper en avant en mode mais évidemment. en fait, vous pouvez sortir en toute légalité, aller vous promener sur les fronts de mer ou sur les plages qui sont ouvertes pendant ce 2e confinement. Il y a des arrivées autonomes, etc. Et en fait, ça, je le mettais pas vraiment en avant, ces atouts-là qui prennent une importance démesurée en temps de Covid. Trop bien. Ouais, faut vraiment repenser ces arguments marketing. Ok. Bon, alors du coup, on va venir en effet sur le vif du truc, parce que évidemment, Airbnb, moi aussi, j'avais cru que l'âge d'or était un peu terminé. J'en ai parlé dans d'autres épisodes de La Martingale. Moi, j'ai acheté un appartement dans le 18e en 2009, un moment, enfin, où j'ai pris ça, j'ai fait juste ça un prix dément. Et je regrette de pas avoir, je sais pas, c'est pas que je suis flemmard parce que je crois pas être flemmard, mais je l'ai pas loué sur Airbnb parce que j'avais vraiment pas le temps, d'autres trucs, business, etc. Et je regrette un peu parce que j'ai loupé sur ces années-là. Quand je parle de cet âge d'or, c'est vraiment le moment où c'est le Far West, quoi. Tu louais autant que tu voulais, etc. Aujourd'hui, tout ça, je peux plus, moi, si j'ai un appart en perso, je peux pas le louer comme ça autant que je veux et gagner autant d'argent sur Airbnb. On est d'accord? Alors, oui et non, ça dépend. À Paris, les conditions sont assez restrictives et comme moi je fais pas mon activité à Paris, je ne les connais pas par cœur. Okay. Donc je serais pas capable de te les citer. C'est pas une législation nationale, c'est vraiment. Non, c'est une législation par commune. Et en fait, il y a des communes qui sont très bienveillantes vis-à-vis d'Airbnb et il y a des communes qui le sont beaucoup moins. Je vais te citer un exemple. J'habite vers la ville de Calais.
qui a très mauvaise réputation. On pourrait penser que le Airbnb, mais qui a envie d'aller en Airbnb en vacances à Calais? Et en fait, il y a une forte demande. Et il y a très 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 peu d'Airbnb. N'importe qui va sur Airbnb verra qu'à Calais, il y a vraiment pas grand-chose. Alors que les capacités hôtelières, qui elles-mêmes ne sont pas énormes, sont prises d'assaut par les forces de l'ordre et les forces de maintien de l'ordre. D'accord. C'est pas, il n'y a pas des migrants fortunés qui vont dans les Airbnb ou dans les hôtels. C'est vraiment. Non, mais il y a du maintien de l'ordre à l'année en fait dans la ville de Calais, qui est une zone un peu spécifique. Et du coup, les capacités hôtelières sont quasiment remplies à 50-60% à l'année par les compagnies de CRS et de maintien de l'ordre. Et à côté de ça, il y a très peu de Airbnb. Donc, ce qui fait qu'on a une espèce d'anomalie de marché qui rend l'activité particulièrement intéressante sur cette zone-là. D'accord. Et toi, tu as des Airbnb à Calais aussi ou pas? Parce que tu as dit Dunkerque et tu as cité d'autres. Alors, bientôt. D'accord. Bientôt, mais cette fois-ci sous un format classique où je suis en train d'acheter en fait un immeuble de rapport de 3 appartements à Calais. Et donc, ces 3 appartements vont être destinés à la location courte durée sur ce secteur-là. Ce que tu appelles un immeuble de rapport? C'est un immeuble de ville que tu achètes. En gros, on va dire, donc tu achètes beaucoup de mètres carrés. Soit la surface est déjà divisée, soit tu la divises en faisant des travaux spécifiques. Et ensuite, tu loues. Alors, tu peux louer en courte durée comme moi, mais tu peux aussi louer en location classique, ces biens-là. Et en général, ça te permet de dégager des fortes rentabilités, parce que tu achètes beaucoup de mètres carrés, mais tu loues des petites surfaces. Et quand on loue des petites surfaces, on arrive à maximiser le loyer ou les revenus locatifs sur Airbnb, ce qui booste énormément la rentabilité. Alors, on va y venir parce que je voudrais rester sur cet immeuble de rapport 2 secondes, mais on va venir après sur le fait que t'arrives toi à faire avec 0 moyens ou très peu de moyens et très peu de garanties quand même du business sur ces plateformes. Maintenant, si je reviens sur ce que tu es en train de me dire là, pour faire un projet comme celui-là, c'est quoi les montants? Ça coûte combien un immeuble de rapport à Calais? Faut apporter combien dans le business? Je peux te parler spécifiquement de mon projet et puis je peux te donner des chiffres un peu plus génériques, mais globalement, une stratégie d'immeuble de rapport qui fonctionne, il faut acheter dans des zones à moins de 2 000 € du mètre carré. Donc, ça doit être plus de 50% du territoire français. D'accord. Dunkerque rentre dans cette catégorie-là. Calais aussi. T'as énormément de villes qui rentrent dans ces critères-là. Là, moi, j'achète un immeuble de rapport sur un projet global incluant les travaux et les frais notaires et d'agence de 200 000 € pour une surface de 150 mètres carrés. Ok. Divisé en 3 T2, en gros. Alors, ça me fait plein de questions parce que j'ai réalisé que récemment, enfin non, il y a quelques temps maintenant, mais que la complexité dans des endroits où le prix au mètre carré est faible, comme tu le dis, moins de 2 000 €, c'est que ton ratio par rapport au prix des travaux explose. C'est-à-dire que quand tu achètes à 10 000 € du mètre carré et que tu fais 1 000 ou 1 500 € de réfection par mètre carré, finalement, ça ne reste que 10 ou 15% du prix d'achat de ton bien. Quand tu achètes à 2 000 € du mètre carré et que tu fais 1 000 € de réfection, ça te fait augmenter de 50% le prix d'achat de ton bien, c'est ça? Donc faut quand même, la difficulté quand tu achètes si peu cher, c'est que même si les travaux coûtent généralement un peu moins cher dans ces zones-là, faut pas déconner sur l'état du bien que tu achètes. Hein. T'as tout à fait raison. Et en fait, c'est ce qui va distinguer une stratégie d'immeuble de rapport où logiquement, ton but n'est pas de le revendre. C'est pas une stratégie d'achat-revente en fait. Ton but c'est d'exploiter en location longue durée ou en courte durée et donc de dégager les revenus aussi longtemps que tu peux parce que le niveau de rentabilité fait que tu peux dégager des cash flows positifs. Donc ça veut dire que tous les mois tu gagnes de l'argent. Tu te dis pas je vais gagner de l'argent, je vais faire une culbute à la fin quoi. Exactement. Tu ne dois pas faire d'efforts d'épargne sur ces achats-là. C'est pour ça que tu vas viser ces zones-là. En revanche, si ta stratégie est de revendre ton bien à court ou moyen terme et plus le terme est court, plus tu vas vraiment bénéficier de la plus-value de la rénovation que tu vas faire. Là, tu ne peux pas viser des zones où le prix au mètre carré est trop faible parce qu'effectivement, tu ne pourras pas dégager de plus-value une fois que tu as fait ta réno.
concrètement, si tu achètes à 1 000 € du mètre carré et que tu fais de la grosse rénovation, la rénovation, une bonne rénovation, ça va commencer à 800 ou 1 000 € du mètre carré, mais ça peut aller au-delà. On parle de grosses réno, là, où il y a un peu de gros œuvres quand même. Tout de suite, tu vas arriver à du 1 800, 2 000 € du mètre carré après travaux. Si par-dessus le marché, tu veux faire une culbute en revendant ton bien, il faut que le prix moyen de ce marché-là soit à 2003 ou 2005. Ouais. Donc, ça veut dire que tu aurais trouvé au démarrage un bien à 1000 sur un marché à 2005. Donc, il faut vraiment que tu sois tombé sur la grosse aubaine pour que ce soit intéressant pour toi. Et en général, c'est beaucoup plus dur à trouver, effectivement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, en revanche, je pense qu'il y a une manière de faire tes travaux qui peut influencer ça, parce que tu peux réussir à vendre plus cher que tout le marché si tu arrives à prouver que tu as quand même un bon rendement sur le bien, quoi. Il y a quand même un rapport qui viendra dans la valorisation de ton bien plus tard. Ce que je veux dire je trouve qu'il y a beaucoup de gens dans les gens que j'ai pu voir qui font du business autour de ce genre d'immeuble qui sous-valorisent la réno ou en tout cas alors j'ai 2 idées en tête. J'ai le co-living, c'est-à-dire qu'en faisant une rénovation assez profonde d'un bien qui te permet d'avoir des chambres un peu individuelles cool avec un espace sanitaire, éventuellement un petit salon, mais juste des parties communes super chouettes, c'est quand même hyper intéressant. Donc il y a quand même, je pense, des pistes à creuser là-dessus. J'imagine que tu y as réfléchi. Et il y a aussi la réno vraiment aussi enfin, il y a trop de gens qui font des choses trop simples, qui font que t'as des biens qui sont froids. Et quand tu fais un beau bien chaleureux, etc., tu le loues quand même beaucoup mieux, quoi. Donc, et à la revente, tu le valorises quand même beaucoup. Je sais pas si ça te fait réagir ce que je te dis là, mais si. Alors sur le co-living où finalement c'est une extension un peu différente de la colocation, mais c'est des stratégies qui peuvent être des stratégies à forte rentabilité. C'est juste pas celle que j'ai choisie parce que moi la location longue durée c'est pas du tout ma came. Je trouve que c'est trop lent comme stratégie, on dégage pas assez de cash flow. Et je sais même plus, je me rappelle même plus quel était ton deuxième point qui voulait lui aussi me faire réagir. C'était que non mais sur le co-living, pardon, pour rester sur ce point 2 secondes, ce que je me disais c'est que finalement dans du court terme, on pourrait voir ces nouveaux espaces comme un peu de l'hôtellerie, c'est-à-dire que tu bénéficies d'espaces quand même communs partagés qui peuvent être assez cool, plus grands, mais bon, en cette période de Covid, là, t'as vraiment pas envie d'être là-dedans, j'imagine. Mais disons que t'as toujours la même problématique de valoriser le moindre mètre carré, et en fait, dès que tu veux faire des espaces partagés, etc., ça reste quand même compliqué. Donc après, tu rentres dans la stratégie. Finalement, le co-living avec des vrais grands espaces communs, etc., on revient sur une stratégie un peu plus coworking. Je vais pas être spécialiste de cette stratégie-là, que j'ai pas voulu creuser à titre personnel, parce que effectivement, voilà, c'est un peu plus dur de valoriser. T'as un impératif de valoriser chaque mètre carré que t'achètes ou que tu rénoves pour avoir une rentabilité maximum. Et l'autre question était plus. C'était la réno. Ce que je disais qu'il faut pas être cheap, en fait. C'est juste que je vois trop de gens qui sont cheap, qui se disent finalement. Et c'est là où je pense que ces plateformes ont un peu changé la donne. C'est qu'avant tu voulais louer des trucs, bon, tu pouvais faire des trucs un peu. Mais même les hôtels étaient plutôt cheap et froids sur certains trucs. Et puis maintenant, comme tu vois bien les photos, etc., tu te projettes et tu te dis, ok, celui-là, je veux y aller. Voilà. Donc faut trouver. Il est où le savant mélange entre le truc pas trop cher, mais suffisamment original, chaleureux et dans l'air du temps pour que tu te projettes et que tu aies envie d'y être, tu vois. En fait, quand tu choisis la LCD, la location courte durée, t'as pas le choix. T'es obligé d'aller dans du coup de cœur, t'es obligé d'aller dans des trucs hyper modernes, t'es obligé même d'aller dans des partis pris de déco qui sont assez forts, du mobilier. Tu peux pas te contenter de murs blancs et de meubles basiques Ikea, quoi. Tu nous mettras les liens de tes apparts? Ouais, je te les donnerai et puis tu les mettras en description. Prends 5% sur le Donc tu peux pas te permettre d'avoir des choses un peu lambda, quoi. Et même si ton bien il est super chouette en bord de mer, etc., si ta déco elle est moyenne et que tes photos sont sombres,
c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui remplit à 70% et quelqu'un qui remplit à 90 ou à 95% sur l'année, en fait. Et sachant qu'on peut se dire 70 c'est déjà pas mal, mais en fait souvent c'est les 20% de plus qui font ta marge en fait. Faut juste pas oublier que le quand tu loues à 70 tu payes ton bien, quand tu loues à 90, enfin je sais pas si c'est ratio exact, mais en fait tu gagnes 20 000 balles par an, quoi. C'est ça la diff, tu vois. Donc potentiellement. Et donc, ce que je vais utiliser souvent ce mot, mais il faut faire de la rénovation stratégique, c'est-à-dire utiliser des matériaux ou des choses qui ont l'air top, quali, etc., mais qui sont pas forcément des matériaux coûteux. Donc, faut être très tendance. Faut pas hésiter. De quoi ? J'en ai un super que je mets dans mes bureaux souvent. Alors c'est quand on me sort des parquets à Wattmill, souvent je trouve des parquets en PVC qui sont super beaux et qui ressemblent vraiment à du parquet, tu vois, qui font vraiment largement le job, qui sont chaleureux. Alors surtout dans des bureaux où tu dois passer la serpillière, surtout dans ces périodes, etc. C'est nettement mieux en entretien. C'est ce qu'ils utilisent dans les boutiques de luxe à plein d'endroits. Et finalement, tu t'en tires pour un prix qui est vraiment top. Alors oui, en effet, c'est pas aussi bien que de la pointe de Hongrie, hein, soyons clairs. J'ai pas mis ça chez moi, mais ça fait le job, quoi, largement. Exactement. Mais faut vraiment se dire que des fois, sur une globalité de réno, 1000, 2000, 3000, 4000 euros de plus sur la location courte durée, c'est votre surplus de chiffre d'affaires en 2 ou 3 mois. Donc, c'est ridicule de se couper de ça. Parce que on a été un peu cheap sur la déco, quoi. Ouais, et moi ce que j'ai fait aussi souvent, c'est que je vais rajouter je sais pas si, par exemple, des beaux papiers peints sur un mur ou deux. Mais oui. Et en fait, qui coûtent cher, qui coûtent un bras ces papiers peints. C'est des trucs, tu te dis, mais c'est pas possible ce prix en fait. Mais ils sont tellement beaux qu'en fait, t'as 2-3 beaux murs, tu les prends en photo derrière, et évidemment, ces trucs, ça fait vraiment la différence, quoi. T'en as quelques-uns, des petits secrets comme ça? Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est alors je l'ai fait dans plusieurs apparts. C'est la tête de lit en planche OSB. Du coup, les gens pourront le voir sur les photos, mais j'ai acheté des plaques de bois en OSB, donc c'est Je sais pas ce que c'est que l'OSB. C'est du bois un peu composite. Je vous invite à taper OSB bois sur Google et vous verrez tout de suite. Et en fait, tu vas te faire chez Leroy Merlin, tu vas te faire découper une plaque et tu la mets en tête de lit. Donc ça, c'est cheap et ça fait un super effet. Et aussi, tu prends, tu fais ce que moi j'appelle un mur en claustra. Donc tu prends tout simplement des tasseaux de bois, genre bruts, et tu les assembles du sol au plafond, tu les fixes au sol et tu les fixes au plafond, il y a ça sur les uns à côté des autres. Partout, ils font tous des murs en claustra partout. Donc ça marche tu trop bien. Tu le fais toi-même? Exactement, ouais. Alors je le prévois de le faire dans les futurs apparts. Je te dirai pourquoi je peux pas faire tout les gens comprendront pourquoi je peux pas tout faire dans les 4 apparts que j'ai déjà. Mais effectivement, et le meilleur ami du décorateur amateur, c'est Pinterest. Bien sûr. Voilà, tu vas taper, j'en sais rien, cuisine. Alors cuisine moderne, c'est basique, mais cuisine chic, cuisine tendance, enfin je sais pas. Et puis vous trouvez plein d'idées, ou cuisine DIY, do it yourself. Et puis voilà, vous trouvez plein d'idées un peu sympas et de trucs vraiment simples à mettre en œuvre et pas cher, quoi. Et qui font tout de suite un petit pas le nom, mais là je vois, et puis ça marche, ouais. Et tu dois avoir des Pinterest toi aussi qu'on peut suivre peut-être, alors du coup, non? Non, j'avoue, moi je les mets tous en privé. Je joue pas. Non, mais je joue pas trop le jeu. C'est un fourre-tout mon Pinterest. Ça ressemble à n'importe quoi. Mais attends, tu publies des contenus, on veut voir tes Pinterest. Hein. Tu dois, Delphine, nous donner ça, quoi. Top, c'est super, c'est vraiment hyper enrichissant ce que tu me racontes. Mais alors, on doit venir quand même parce qu'on a déjà bien avancé sur cet épisode, sur un truc assez incroyable que tu fais, c'est que toi, tu vas louer un certain nombre d'appartements que tu loues toi-même. Tu vas m'expliquer ça, mais alors ça, c'est vraiment, t'es parti dans du conceptuel assez poussé, non? Ouais. Y a plusieurs manières de faire de la location Airbnb. On peut le faire en étant propriétaire des biens, donc ce sera bientôt mon cas sur l'immeuble et les 3 appartements que je suis en train d'acheter. Ou on peut le faire avec le bien des autres.
Et là, les gens peut-être se disent ah oui, moi aussi j'ai fait ça un jour pendant. J'ai loué la maison de mes parents. Exactement, j'ai loué la maison de mes parents ou pendant que je suis partie en vacances, j'ai loué mon appart sur Paris alors que j'avais pas vraiment le droit. Enfin bon, voilà quoi, je me suis arrangée, etc. Donc les gens connaissent ça, la sous-location illégale en fait. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est ça. Bande de fraudeurs. Exactement. Je fais exactement ça. Donc, c'est le même principe. Fraude. Mais de façon totalement licite et professionnelle. Exactement. Loni, qui produit cet épisode, normalement, on doit avoir des jingles. Des jingles, des petits bruits. Tu n'as pas un petit bruit qui fait... Non, ça te dit rien? Ah, voilà. Ouais. Bravo. Quand je serai arrivée à ce niveau-là sur mon podcast, oui, alors on l'a pas mis dans les temps. Merci Loni. Alors, vas-y. Donc, tu le fais de manière légale. Ouais. En fait, si je sous-louais en fait un bien que j'habite sur Airbnb ou Booking, je pourrais en théorie le faire avec l'accord de mon propriétaire en toute légalité. Mais la loi m'empêcherait dans ce cas-là de gagner plus que le montant de mon loyer. C'est la loi qui t'impose ça, c'est pas ton... Exactement. Exactement. Donc, je ne pourrais évidemment pas en faire une activité professionnelle. Là, je parle dans le cas où le propriétaire a accepté que je le fasse. Parce qu'évidemment, dans 99% des cas, le propriétaire n'est pas au courant et n'aurait pas accepté. Mais quand bien même le propriétaire l'aurait accepté, la loi m'empêche d'en faire d'en faire une activité commerciale, en fait, tout simplement. Donc, la parade légale qui existe, c'est de déroger au droit de la location classique en utilisant un bail dérogatoire que moi j'ai fait rédiger par un avocat et qui me permet de contractualiser finalement en toute liberté avec le propriétaire qui m'autorise à sous-louer son bien. Je le loue au titre de la société que j'ai créée qui va en faire une activité commerciale sans limitation de revenus. Ok, alors je reprends. Toi, tu vas voir un propriétaire qui va être Monsieur Duchemol ou Madame Desjardins, on va dire Madame. Et donc, tu vas lui louer par le biais d'une société que tu as créée, pas en ton nom, Delphine Pinon, mais par Delphine Pinon Associates. Exactement. Donc le bail que tu fais entre Madame Duchemol ou Dujardin et Delphine Pinon Associates, c'est un particulier qui va louer à une société. Et la société, elle, a le droit d'opérer ce genre de choses. Si tu le louais en tant que Delphine Pinon, tu n'aurais pas le droit de le faire. C'est ça. Exactement. Et alors, je vais le pousser un peu plus loin. Si moi, par exemple, avec mon appartement dans le 18e, je le loue à une société. Moi, en perso, je le loue à une société qui m'appartient. Je dois pouvoir faire ça, en fait. C'est une parade aussi. Tout à fait. Okay. Alors toi, tu continues à toucher des revenus en tant que propriétaire de l'appartement. Donc, tu vas les déclarer en revenus fonciers ou ça dépend sous quel statut t'as acheté ton bien. T'as pas avec la locataire qui est cette société, d'accord. Exactement. Le gros avantage pour le propriétaire, alors il y en a plusieurs, mais l'argument qui fait mouche en général et qui fait mouche auprès d'une certaine catégorie de propriétaires, je te vois venir, c'est que sur la base d'un bail privé, d'un contrat privé en fait, je ne suis pas protégée en tant que locataire. Ouais. Donc le propriétaire peut me demander de partir en respectant le préavis qui a été convenu dans le bail, mais je ne suis pas protégée par le droit des locataires, donc pas de trêve hivernale, donc je ne peux pas ne pas payer mon loyer pendant 1 an et je ne suis pas sans être expulsable. Okay. Ça, c'est un argument qui est énorme pour un propriétaire et qui le propriétaire va y être particulièrement sensible s'il a déjà été confronté à ce problème-là ou si dans son entourage, il a des gens qui ont été confrontés. Et alors toi, tu le loues au même prix qu'il le louerait à n'importe qui, plus cher, moins cher Alors, il se trouve que sur les 4 biens que j'ai, je les loue tous les 4 50 € de plus que ce qui était sur l'annonce au départ, parce que
je voulais tellement en décrocher au début des appartements que j'ai mis cet argument supplémentaire dans la balance en disant bon bah voilà, déjà je suis une société, vous allez pouvoir me virer quand vous voulez, votre bien va être super bien entretenu, et ça c'est un argument hyper intéressant pour eux aussi, c'est que concrètement il y a une société professionnelle qui vient faire le ménage toutes les semaines ou plusieurs fois par semaine dans votre bien, et en plus je vous paye 50 € de plus, ce qui a priori personne ne crache dessus, mais c'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant que j'ai 4 biens et j'ai rodé mon truc et que je trouve que j'ai suffisamment d'arguments et de choses à montrer, oui. Je le ferai pas forcément, si tu veux. Et donc la raison pour laquelle tu fais pas un mur en claustrat, c'est que c'est pas chez toi, c'est ça? Exactement. Et exactement. Et pour autant, tu pourrais pas négocier 1 ou 2 mois de loyer en disant je vais quand même vous faire 2-3 trucs parce que j'ai besoin pour que ce soit loué. Peut-être maintenant tu pourrais le faire, mais au début tu n'avais pas forcément la puissance pour le faire, c'est ça? C'est plutôt l'inverse. Je vais plutôt négocier que ce soit les propriétaires qui prennent un certain nombre de choses à leur charge, parce que moi clairement j'avais pas le temps de m'en occuper, j'avais pas envie de trouver des artisans pour faire des trucs comme ça. D'accord. Donc tout ce que les propriétaires pouvaient prendre à leur charge, il y en a effectivement auxquels j'ai demandé de faire des petits ajustements, des petits travaux, voire un peu plus dans un des appartements. Et à chaque fois, les propriétaires y ont répondu favorablement. Mais parce que aussi, tu vas tomber sur des propriétaires qui sont effectivement soucieux d'avoir un bien bien entretenu. C'est un peu leur fierté, si tu veux. Ils veulent louer un bien dans lequel eux se sentiraient ok d'habiter, quoi. Donc ils veulent pas louer un truc où la tapisserie se décolle, où le carrelage a été repeint par l'ancien locataire et du coup ça se décolle. Enfin voilà, on a eu des appartements, j'ai eu des appartements comme ça, et le propriétaire, quand il est repassé derrière et qu'il a vu ça, il fait ah non mais je refais tout propre et ensuite je vous le loue, quoi. Ouais, c'est hyper intéressant. J'essaye de réfléchir juste aux pain points, comme on dit, aux difficultés pour quelqu'un qui nous écoute, qui a jamais fait ce genre de choses et qui a peut-être qu'un particulier. Il faut créer une société, donc ça c'est pas si simple. Enfin, c'est hyper simple. En vrai, c'est hyper simple. Vous allez sur On s'en fait une montagne. sur Legal Place, sur je sais pas quoi. Vous trouvez des statuts. Peut-être même que toi tu les partages tes statuts, ou tu me les partagerais, ou tu le dans fais le cadre Voilà. Dans le cadre de l'accompagnement que je propose, il y a toute une réflexion sur comment on crée une société, quel statut on choisit. Et c'est quoi? C'est pas une SCI, hein, ça reste, c'est une société commerciale, une SARL ou une oui, SAS. grosso modo, on va hésiter entre ces deux statuts, hein, SARL ou SAS, ou EURL et SASU. On peut le monter à quelques potes en plus, parce qu'on peut être plusieurs actionnaires dans cette boîte. Alors oui, sur les mêmes bases que n'importe quelle société, c'est-à-dire que quand on s'associe avec des potes, voilà, c'est-à-dire qu'une association, un business, c'est comme un mariage, donc ça peut bien se passer, ça peut mal se passer. Donc on a beau être potes, il faut juste le prévoir correctement dans un pacte d'associés, mais ça c'est valable pour n'importe quelle société, y compris pour ce genre d'activité, quoi. Tu as pas une société par appart, hein, tu as une société pour les 4. Exactement, j'ai une seule société pour les 4. Donc ça c'est un premier pain point dont effectivement les gens se font une montagne en général. La deuxième chose à dire, c'est l'investissement qui est nécessaire pour démarrer. Donc il y a un investissement financier et un investissement temps. Je commence par lequel? Commençons par le temps, parce qu'en fait on le sous-estime très largement, c'est-à-dire que souvent on voit que le financier en se disant non mais le temps, et en fait le temps, notamment at scale, parce que toi tu commences à l'échelle, quoi, à grande échelle. Yes. Toi, tu en as 4, donc tu commences à voir qu'est-ce qui se passerait si tu en avais 12 et qu'est-ce qui se passerait si tu en avais 120, quoi. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Et après, ce que je veux aussi bien que tu me dises, c'est en effet sur l'économique, c'est combien ça te coûte, combien tu loues les trucs, combien tu les sous-loues, etc. Ouais. Alors sur le temps, il y a 2 phases. Effectivement, il y a l'investissement en temps initial, et ensuite il y a combien ça me prend au quotidien pour gérer les appartes. Alors sur l'investissement initial, en moyenne, j'avais fait le calcul que j'avais passé à peu près une centaine d'heures, c'est énorme, par appartement. Et en fait, en y regardant de plus près, j'ai un appart qui a dû me prendre 20 ou 25 heures à tout casser. Et j'en ai d'autres qui, de fait, hein, si on joue les vases communicants, m'ont pris bien plus d'une centaine d'heures. Donc dans le choix du bien, c'est hyper stratégique
Est-ce qu'il est déjà meublé? Est-ce qu'il est nu? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est loin de chez soi? Est-ce qu'il est proche de chez soi? Et puis aussi, il y a l'expérience. Le premier, je me suis cassé les dents. Hein. Les 3 règles de l'immobilier, c'est emplacement, emplacement, emplacement. Et bon, alors après, voilà, mais faut juste bien penser que quand même, je sais pas, tu disais la distance de la mer, la distance d'une gare, la distance d'un métro, le fait que ce soit pas au premier étage en face d'un mur à 1 mètre, faut quand même que l'endroit ait quelque chose, quoi. On prend pas n'importe quoi. Hein. Et ce qui est génial, faut du bon sens, quoi. Hein, ouais, quand même, là-dedans. ce qui est génial avec la sous-location, c'est qu'on peut avoir accès à des biens qu'on n'aurait pas forcément pu se payer en tant que propriétaire. Donc nous, on a 3 biens en bord de mer. Ils ont pas vue sur mer. Il y en a un qui a accès privé à la mer, à la plage. Quand même. Mais les 2 autres, on va dire, sont à 2-3 minutes à pied de la mer. Et clairement, c'est des prix au mètre carré qu'on n'aurait pas forcément pu se payer, même dans ces villes-là, même à Dunkerque, même au Havre, etc. Donc, c'est ça l'atout. Et t'as besoin de ça quand tu fais de la location courte durée. Donc voilà, c'est pour te dire que le choix de l'appart peut avoir un énorme incidence sur le temps que ça va te prendre. Et puis aussi, moi, j'ai pris 100 heures parce que j'ai voulu tout faire par moi-même. Je me suis cassé les dents. J'ai fait face à certaines difficultés que j'ai dû résoudre par moi-même. Évidemment, dans une optique où les gens acceptent d'être formés et accompagnés par moi ou par d'autres. Tu pourrais être un raccourci, faire un shortcut, ouais, bien sûr. Exactement. Et ensuite, après, le deuxième volet temps, c'est qu'une fois que la machine est lancée, moi, ça me prend à peu près 2 heures par semaine pour répondre aux demandes des locataires, laisser des avis, avoir 2-3 échanges avec la personne de confiance qui va s'occuper du ménage, du linge et de la petite blanche... et du petit bricolage. Ça, c'est une personne qui s'occupe de donner les clés et de faire tout le reste, tout ce qui va autour? Tout ce qui est arrivée et départ, c'est fait de manière autonome. D'accord. Parce que c'est pas des choses que tu peux facturer au client. Donc, ça veut dire que toi, tu vas le payer à ton prestataire, mais tu peux pas vraiment le reporter sur le client, contrairement aux frais de ménage que tu factures à ton client. Donc non, c'est des boîtes à clés, c'est des serrures connectées. Il y a plein de systèmes super élaborés que j'ai complètement découverts et qui permettent de gérer toutes les contraintes de mon appartement. Il est dans une copro avec un digicode, donc et je peux pas vraiment mettre une boîte à clés à l'extérieur qui serait trop visible. Donc il faut que les gens puissent rentrer dans l'immeuble et ensuite avoir accès à la boîte à clés. Enfin, il y a plein de systèmes qui permettent de gérer ça et que j'en fais un roman de description dans le programme. Voilà sur la partie temps, le temps que ça prend et l'investissement temps qu'il faut faire. C'est rien en vrai, hein. 2 heures, je veux dire une demi-heure par appart, je pensais que ce serait plus non, bien optimisé, c'est rien. Moi, je pensais, j'ai eu peur que c'était plus. Et faut se dire que c'est pour 4 appartes, voilà. Donc, mais oui, mais il y a tellement. Enfin, les gens se font aussi une énorme montagne de la gestion, alors qu'il y a énormément de moyens d'optimiser tout ça sans rogner sur sa rentabilité. Mais d'où, en fait, pour que ça prenne pas de temps en gestion, il faut que ça en prenne plus en installation, de fait. Bien sûr. Donc voilà. Alors évidemment, tout est meublé. Du coup, il y a là, en fait, on vient sur l'argent, j'imagine. Mais toi, ces apparts, tu les loues pas meublés, si? Il y a de tout. D'accord. Il y en a un que j'ai loué intégralement nu. Il y en a un, celui qui m'a pris le moins de temps. Hein. Il était nickel. De la déco au mobilier, tout y était. J'ai juste racheté 3 cadres et un tapis. D'accord. Et puis les 2 autres, c'était ils sont loués en meublé, mais j'ai dû changer un canapé, un canapé qui était pas convertible, alors qu'on a besoin de pouvoir loger un maximum de gens. J'ai changé une table qui était moche. Voilà. Tu dois avoir un Wi-Fi, tu dois avoir des tas de choses. Il y a quand même des choses à installer. Ça, c'est la fourniture, ouais. Tu fournis effectivement eau, électricité, eau, énergie et Internet. Ça, tu le fournis. Ça fait partie de tes charges. Effectivement. Donc, en fonction de l'état du bien que tu prends, ton investissement initial, il est plus ou moins important. Donc ça aussi, c'est stratégique.
ça aussi, c'est stratégique dans le choix de son bien. Mais il faut bien comprendre que plus ton bien, il est chouette et super bien meublé, plus tu vas avoir du mal à le trouver et à convaincre le propriétaire. Il faut juste accepter que peut-être ça va prendre plus de temps. En revanche, tu vas probablement dépenser beaucoup moins d'argent. Si ta trésorerie, c'est pas le problème et que tu as envie d'aller vite, dans ces cas-là, tu peux accepter de prendre des biens, comme je disais, semi-meublés ou carrément nus. Ouais, où t'as semi-meublé, t'as les lits et puis le frigo et puis basta, quoi, en fait, à peu près. Ouais, il y en a un. Après, il y a aussi des propriétaires. Il y a un propriétaire qui a tout à fait convenu que le canapé qu'il avait et la table et les chaises, ça allait pas, quoi. Donc, on lui a dit, nous, on s'occupe de tout. On les achète, on les commande, on les fait livrer, on les monte, etc. En revanche, du coup, c'est à votre charge. Ça aussi, c'est des arrangements que vous pouvez faire avec le propriétaire. Et du coup, ça vous coûte moins, mais au moins tu les as choisis, ils sont à ton goût, quoi. Ouais. Ouais, c'est top. Et alors après, du coup, il y a toute cette phase d'investissement. Donc là, tu réussis à reporter la charge sur le propriétaire, mais qu'est-ce que c'est ton investissement initial? Est-ce que Loni qui nous écoute, qui est très jeune et qui est sans le sou, je sais pas s'il est sans le sou vraiment, hein, le pauvre, en plus il a pas voix au chapitre, mais est-ce qu'il peut se lancer à 22 ans, 23 ans dans ce type de business, ou est-ce qu'il faut être établi, avoir un compte bien garni, montrer des garanties? En fait, c'est ça qui est génial avec la sous-location. C'est pour ça que je m'y suis intéressée dans un premier lieu, c'est que t'as pas besoin, c'est le seul investissement immobilier où t'as pas besoin d'emprunter à ta banque. Donc c'est accessible. Moi, je m'y suis intéressée parce que je suis freelance, parce que j'avais que un bilan quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier, et que en ayant un bilan, en plus, je touchais encore le chômage à l'époque. Donc vraiment, genre, je ne peux même pas passer la porte de l'agence, quoi. Ça sert à rien. Et avec tout ça, t'as réussi à acheter un immeuble de rapport, quand même. Va falloir que alors, l'immeuble de rapport, ceux qui lisent la newsletter le savent et je m'en cache pas, mais je l'ai pas précisé là, c'est que l'immeuble de rapport, je l'achète avec monsieur. Ah, d'accord. On l'achète avec. Alors, cette activité-là, je la fais toute seule, justement, pour être à fond dans moi je pouvais pas emprunter, donc je fais mon truc, quoi. Donc c'est idéal pour les étudiants, c'est idéal pour les apprentis, c'est idéal pour les freelances, les chefs d'entreprise, tous les gens qui n'ont pas encore 3 jolis bilans. Ouais. Voilà, tous les intérimaires, etc. Pardon, mais ça te forme. Je veux dire, moi, je sais que pour le coup, tu vois, au fur et à mesure de mes projets immobiliers, moi, je les documente à chaque fois. Je prends des photos, je fais, etc. Et à chaque fois, je vais sur des projets un peu plus gros. J'arrive avec mes banques. Je pense qu'une banque, le jour où tu lui montres que tu as eu t'as 25 ans ou 23 ans ou 22 ans, tu leur montres que tu as eu 4 appartements en sous-location comme ça, tu arrives à faire des ratios comme ça, que tu leur montres un mini business plan, les photos, les machins, le banquier, il te dit, OK, go, j'y vais, hein, tu vois. Donc, il y a aussi un roman à écrire autour de ton aptitude à faire ce genre de choses. Donc, si tu veux acheter plus tard, c'est hyper intéressant, je pense. Exactement. C'est aussi une des motivations à le faire, quoi. Donc, pour en revenir au combien ça coûte, combien il faut investir au démarrage, évidemment, ça dépend des loyers dans la zone, mais grosso modo, il faut compter entre 2005 et 5000 par appart. Je voudrais juste mettre à part les frais fixes qui vont être les frais d'avocat pour la rédaction du bail, les frais de création de société, les frais de comptabilité. Tout ça, c'est des frais que tu mets un peu à part parce que c'est du frais fixe pour ta boîte. Mais par appartement, ça va être entre 2005 et 5000 euros. Faut compter le dépôt de garantie. Alors, tu le retrouveras un jour, hein, mais en attendant, c'est de la trésor. Ton premier mois de loyer, les frais d'agence, mais alors si tu peux les éviter, évidemment, t'évites de payer des frais d'agence parce que tu les reverras jamais. Ouais. La déco et l'ameublement. Et les frais d'agence, donc quand tu te mets à louer, l'agence qui te louerait, qui serait passée aussi. Et oui, parce que le propriétaire est passé par une agence. Oui, ça exactement. Si tu trouves ton bien via une agence, tu vas payer les frais d'agence, et c'est bête, c'est pour ne pas dire autre chose. Et enfin, il y a un coût qu'on sous-estime. Enfin, moi, j'ai complètement sous-estimé, et en fait, c'est énorme. C'est le linge.
Faut comprendre que juste un lit double, donc t'as déjà les oreillers couettes, hein, ok, le protège-matelas, le drap du dessous, la housse de couette et 2 têtes d'oreiller. Et en fait, pour assurer les rotations, t'as besoin de 3 à 4 parures. Et un lit double, c'est entre 50 et 60 € la parure. Donc, un lit double, c'est 200 € d'investissement en linge. En plus du lit double la première fois, et puis il faut quand même renouveler ton linge. Voilà, en linge, tu rajoutes la couette et les oreillers, l'achat de base, tu montes à 250, 260, et n'importe qui va dans un rayon de linge, même dans un supermarché, se rendra compte que quand je dis 50 € pour une parure, c'est pas la du Rickel ou du Calvin Klein. Non. Et tu prends du blanc, blanc simple pour pouvoir le faire. Moi, je prends du blanc simple. Non, mais ça a des inconvénients, clairement. Mais en tout cas, il faut prendre la même couleur pour tout, pour les laver ensemble. Ça, c'est sûr. Hyper intéressant de voir ces petits blind spots là, ces choses qu'on n'a pas vues si on l'a pas testé. Et donc du coup, investissement initial quand même, tu dis, on peut arrondir à quoi, 5 000 €, enfin par bien quoi. Tu dis entre 2 500 5 000 avec les parures, tu disais. Ouais. En fait, le minimum que tu as à faire, c'est donc ton dépôt de garantie, ta caution et ton premier loyer. Ouais. Et en fait, si ton appart il est nickel et que t'as pas de déco, t'as au moins tout ce qui est linge. Donc, si tu pars sur un loyer allez, on va prendre 750, comme ça fait un compte tout rond. 750 de dépôt de garantie, 750 de loyer, ça fait 1500. Ouais. Ça dépend de combien t'as de lits, mais un T2 où t'aurais 2 lits doubles. Je parlais tout à l'heure de 250 de linge, tu vois, donc 500 de linge pour les 2 lits. Bah, t'es à 2000 d'investissement. Ouais. En vrai, t'as jamais que ça parce que tu dois acheter tes serrures connectées. Voilà. En fait, t'arrives vite à 2005 et pour moi, c'est vraiment l'investissement initial. Évidemment, si tu veux pas faire cet investissement linge parce que tu récupères des draps à droite à gauche chez mamie et tata, mais moi je déconseille. Non, faut pas faire ça. Ouais. Et si c'est l'appartement de quelqu'un de ta famille, donc la personne te fait pas payer de dépôt de garantie et te fait payer un loyer ultra réduit, bah évidemment, ça se trouve tu peux démarrer à 1000 ou 1005, tu vois. Mais dans l'absolu, quand je dis 2005, tu vois, avec les chiffres que je t'ai donnés, c'est quand même un minimum, quoi. Et t'arrives facilement si tu rachètes une table, un canapé convertible, que y a 3 pièces, etc. T'arrives que tu dois mettre une machine à café, un micro-ondes, un lave-linge ou que sais-je. Effectivement, là, tu peux facilement arriver à 5000. C'est là où quand t'es plus jeune, comme Lenny par exemple, tu veux te mettre à 3 en même temps pour mettre un petit capital, ça peut être plus évident, mais en effet, faut se projeter un peu. Carrément. Faut juste envisager le divorce. Oui, comme dans toutes les sociétés, c'est exactement. Sûr. Mais sinon, ça peut être carrément une bonne idée, ouais. Et puis pour répartir la charge de l'investissement temps aussi. Ouais. Enfin, vous dire, oui, tout à fait. Plus vous êtes, parce que voilà, c'est pas 100 heures chacun, quoi. Du coup, c'est 20 ou 30 heures chacun, ce qui est génial. Et c'est quoi le R? Oui, alors ça c'est intéressant parce qu'en plus, et à la fin tu peux aussi, faut voir quand t'es une société, quand t'en rajoutes un, si t'arrives à en rajouter 2 ou 3 ou 4 par an, ben finalement très vite, au bout de 10 ans, tu te retrouves avec 40, 50 apparts qui tournent comme ça, dont certains où tu seras propriétaire parce que t'auras prouvé avec ta société que enfin bon, tu peux vraiment voir des gros plans là-dessus, c'est intéressant. Le ROI, c'est quoi? Donc, je prends 750, je sais pas si c'est une réalité d'un appart que tu as, par exemple, mais un appart que tu loues 750 par mois, tu vas le louer combien par nuit? Parce que je me rends pas compte. En effet, un T2 à Paris, sur Airbnb, je pense que c'est au minimum, je sais pas d'ailleurs, je sais même pas, 150, 200 €, je pense. Là, tu dois pas être du tout dans ces prix-là, si? Non, j'en ai un à 750. Alors, c'est assez variable les prix. D'autant que moi, je fais une tarification au nombre de personnes. Celui-là à 6 personnes maximum. Je vais te dire que je le loue à peu près dans ma poche. Hein. Hors frais de plateforme, hors frais de ménage, mais on va prendre une moyenne de 80 € par nuit. Une fois que tu as payé Airbnb ou Booking et le ménage, 80 € par nuit. Ça, c'est ce que je touche. C'est ce que tu touches et après, tu payes les plateformes et avant ou après. Non, je les ai déjà payés. Je les ai déjà payés. Les frais de ménage que je fais payer aux gens, de toute façon, je les
je les file ensuite à mon prestataire. Donc en fait, et je fais pas de marge dessus. Donc c'est 80 € par nuit pour donc il faut faire 10 nuits par mois pour être rentable, un peu moins. C'est ça? Ouais, à peu près, c'est ça. En fait, sur la sous-loc, évidemment, par rapport quand t'es propriétaire, ta rentabilité, tu l'atteins beaucoup plus rapidement. Là, effectivement, faut louer un peu plus de nuits pour être rentable, mais c'est à peu près ça. Ce que j'avais modélisé avant de commencer, c'était, je fais toujours des hypothèses basses, moyennes et hautes. Mes hypothèses basses, alors de mémoire, c'est 40 ou 45% de remplissage. Sur le prix, ça va pas varier énormément, si tu veux. Sur hypothèse moyenne, c'est à peu près 65% de remplissage que je prends en général, et hypothèse haute 80. Évidemment, secrètement, je vise 90 et plus, mais mais en fait, il faut toujours que mon modèle il passe sur l'hypothèse moyenne à 65%. En fait, ce que je constate, c'est qu'effectivement à 35-40, je suis à l'équilibre parce qu'il y a ma charge de loyer, mais donc il y a les charges d'électricité, d'énergie et d'internet et d'assurance. Ouais. Pas oublier l'assurance quand même. Ouais, donc du coup, j'arrive à peu près à l'équilibre quand je suis à 35-40% de remplissage. Du coup, si les auditeurs ont bien suivi, ça veut dire que alléluia, a priori, si j'ai pas de nouvelle annulation, mon mois de novembre est à l'équilibre au 9 du mois, ce qui est quand même incroyable pour un novembre confiné. Et en fait, effectivement, même, excuse-moi, mais Delphine, qui pourrait être incroyable pour un novembre en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où c'est ouf ce que tu me racontes. C'est là où je suis bouche bée et voilà, c'est que tu te dis attends, finalement sur une année, il y a des mois où t'es rentable, des mois où tu l'es pas, fine, tu vois. Et finalement, juin, juillet, août, septembre, ça fait toute mon année. Les autres mois, je paye ce que je peux payer, tu vois. Là, tu te dis en fait en novembre confiné, tu devrais gagner de l'argent. C'est ouf. Et en fait, c'est hyper contre-intuitif parce que c'est là où les gens pensent que c'est beaucoup plus rentable d'investir dans des zones très touristiques. Pour la petite anecdote, je suis partie cet été sur l'île d'Oléron. Et en fait, évidemment, avec mon mindset d'investisseur et mon compagnon qui est aussi un peu dans ce mindset-là, puisqu'on investit dans l'immeuble de rapport ensemble, on se disait sans arrêt, mais est-ce que il y a pas partout où on va, on se dit toujours, est-ce que c'est un bon endroit pour investir de toute façon? Et la conclusion, c'est que typiquement l'île d'Oléron, ça cartonne 6 mois de l'année, mais personne, à part évidemment les gens qui ont des résidences secondaires, mais personne ne va en vacances sur l'île d'Oléron les autres 6 mois de l'année. Il n'y a pas un alors que des policiers à Calais, il y en a toute l'année. Et ouais. Je veux dire, il n'y a pas un seul professionnel qui va sur l'île d'Oléron et les gens ne vont pas en vacances en bord de mer là-bas, à part les gens qui ont une résidence secondaire, tu vois. Donc c'est hyper contre-intuitif. Mais... Et en fait, les zones où ce qui fait ta renta sur la location courte durée, c'est ton taux de remplissage, parce que lui est beaucoup plus élastique que ton prix. Du coup, si t'as capitalisé sur une zone où tu sais que tu pourras pas dépasser les 50-55% de taux de remplissage à l'année, en fait, tu t'es tiré une balle dans le pied, quoi. Mais on sous-estime et on se rend pas compte à quel point la clientèle de courte durée est bien plus variée que les familles en vacances scolaires, quoi. On s'en rend beaucoup plus compte depuis qu'on parle avec toi, Delphine. Je te rassure. Non, c'est vraiment hyper intéressant. C'est plein d'enrichissement. Déjà, je découvre vraiment plein de choses dont j'avais pas idée. Alors, je vais te dire ce qui me fait un peu peur et là où je me dis, est-ce que j'irai moi, je suis plus âgé et je suis pas vieux, hein, ça va encore. Mais tu vois, je me dis, j'essaye d'optimiser des trucs où dans lesquels en fait il y a beaucoup de valeur ajoutée. Je me dis je préfère avoir à faire tu vois là il faut en cumuler un certain nombre pour faire un volume d'argent important. Tu vois ce que je veux dire En fait, on n'a pas parlé de renta, mais moi en modèle théorique, j'étais sur une rentabilité moyenne, un bénéfice brut moyen par appart par mois de 500 €. Il se trouve que ça c'était ma théorie. Au mois de septembre, sur le premier mois de démarrage de mes apparts, j'ai fait 370 en moyenne sur les apparts. Et dès le mois d'octobre, souvenons-nous, le mois dernier, il a fait un couvre-feu, tout ça, de merde. Non, il n'y a pas de couvre-feu dans ces endroits. Nord de la France, et j'ai fait 575 € par appart. Incroyable. Donc j'ai dépassé 2000 € au total, moyenne. J'étais à 78% de remplissage en moyenne sur les 4. Et comme je disais, en novembre, là, je suis à
38-40% de remplissage et j'arrive à l'équilibre. Ouais, non, mais c'est Non, mais une porteuse d'espoir, quoi. Que tu habites à Einstein, que tu habites à Orbeck, à Cherbourg, à Font-Romeu ou à Trifouilly-les-Oies, tu peux espérer faire de l'argent grâce à Delphine Pinon. Non, mais c'est fou. En fait, il faut trouver, comme tu le dis, dans chacun de ces endroits. Tu vois, je vais te dire, et je dis ça avec... tu vois, je suis pas de mon regard de Parisien. J'ai grandi justement. Je parlais de Cherbourg, mais je vois là-bas, tu as des blind spots comme ça. Et dans chaque endroit, je connais ces endroits-là parce que t'as un arsenal où ils construisent des sous-marins nucléaires. T'as EPR pas loin où ils font une plateforme machin. J'habite à côté d'une centrale nucléaire, donc. Ouais, t'as des travaux. Un petit peu la géographie française, c'est que vers Dunkerque et Calais. Effectivement, vous saurez où j'habite du coup. Mais Cherbourg, tu parles de Cherbourg, il y a une centrale nucléaire à Cherbourg. Ouais. Typiquement, c'est des zones d'emploi qui sont énormes, avec énormément de visiteurs et de gens qui doivent se loger parce qu'ils viennent passer 3-4 jours, des auditeurs, enfin, il y a énormément de... Quand tu as des grosses entreprises comme ça draine un max de gens qui viennent ponctuellement. Et c'était un endroit plus cool que les autres aussi, là-dessus, tu vois, on revient là-dessus, mais chaleureux, sympa, différent, voilà, le PR, ils ont mis 12 ans de plus à le construire que prévu, donc de toute façon, ça crée de la, voilà. Après, faut savoir, comme tu le disais, ça se trouve, il y a aussi là-bas, contrairement à Calais, une offre abondante d'hôtels, qui fait que faut être compétitif. J'en sais rien sur ce marché, mais je veux dire, c'est intéressant. C'est vraiment porteur d'espoir, en termes de business, accessible, à tous les âges, à tous les budgets, en étant propriétaire ou non, parce qu'évidemment, on peut aussi se dire, tiens, je peux acheter à pas cher dans ces zones-là, donc tu le fais aussi, tu cumules les deux. C'est top, je te remercie. Vraiment. Alors, est-ce que je te demande à toi, est-ce que c'est ta martingale? Tu nous as déjà donné tes martingales. Est-ce que tu en as une autre en dehors de l'immobilier? Est-ce que tu as un petit péché mignon dans lequel tu investis ou... Non, c'est vraiment... Enfin, j'ai investi dans d'autres choses, mais vraiment, ce qui me passionne sur le sujet de l'investissement, c'est vraiment l'immobilier, quoi. Et particulièrement la location courte durée. Je veux dire, j'aurais du mal, en toute honnêteté, à recommander d'autres stratégies. Enfin, voilà, celle-là, j'y crois à fond, je la défends, mais je pense que ça s'est entendu. Et parce que voilà, je la trouve beaucoup plus rémunératrice et intéressante pour des profils jeunes. Parce qu'effectivement, à partir d'un certain âge, peut-être que tu as moins d'énergie ou moins envie d'y consacrer du temps, et que même si c'est que 2 heures par semaine, c'est quand même une énergie à déployer qui est un peu plus, faut pas se le cacher, un peu plus importante que quand on fait la location longue durée. Mais en même temps, moi en 2 mois j'ai fait ma trésorerie. Si j'avais fait un mois de novembre à 0, en fait j'avais de quoi couvrir mon mois de novembre à 0 en démarrant en ce moment en plein. Non, et voilà, exactement. Donc qu'est-ce qui se passera dans 2 ans? Jamais ce serait passé comme ça si j'avais fait de la longue durée. En fait, j'aurais jamais pu couvrir un mois à 0. Et tes risques sont limités à part ta mise de départ. Tu peux t'arrêter quand tu veux. Voilà. Et si ton propriétaire te dégage, tu pourras aussi reprendre tes draps et les remettre ailleurs. Enfin, quand même, t'es pas non plus. Non, mais c'est. La seule chose que je perds, si alors les préavis, ils sont négociés, pour pas qu'ils soient désavantageux. En gros, le préavis du propriétaire, il est pas d'1 mois. Moi, j'ai un préavis d'1 mois et celui du propriétaire, il est un peu plus long. Ne serait-ce que parce qu'il y a des gens qui ont réservé sur Airbnb en avance et que si j'annule tout ça, je me prends des pénalités. Donc tout ça c'est négocié avec le propriétaire. Il a joué le jeu. Il accepte. Quoi, 6 mois? C'est 3 mois. Parce qu'il faut pas non plus. Pas non plus. Après c'est négociable. S'il veut pas 3 mois et qu'il est retort, t'acceptes 2 mois. Mais en dessous de ça, tu prends un risque toi de devoir payer des pénalités à Airbnb, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un risque limité. Et en gros, le seul truc que tu perds, c'est tes loyers investis. Et encore, t'as gagné de l'argent pendant le temps où t'exploitais le bien. Parce que en fait, ton dépôt de garantie, tu le récupères, sauf si t'as fait de la merde dans l'appart. Tu récupères le dépôt de garantie et la valeur résiduelle de tout ce que t'as acheté, que tu peux réexploiter dans un autre bien, garder pour toi ou revendre. Évidemment, le pire scénario, finalement, c'est de le revendre parce que là, tu vas pas en toucher beaucoup, quoi, pour tes draps qui ont été usés. Donc. Trop cool.
Alors si on veut, je rappelle juste, tu as Budget Chéri, un podcast, donc vous allez sur vos plateformes de podcast, vous vous abonnez, voilà, c'est gratuit. Imo Chéri, une newsletter. Ces formations dont on parle là pour apprendre à faire tout ça et à suivre ton budget ou aller sur l'Imo, c'est accessible où? Rapidement, il y a la formation de Budget Chéri qui s'appelle le programme Start, qui est destiné aux gens. C'est peut-être pas ceux qui t'écoutent, mais on sait jamais. C'est plutôt des profils de gens qui sont dépensiers, qui ont vraiment du mal à mettre de l'argent de côté. Donc je les aide à changer tout ça. Voilà. C'est un programme de transformation. Exactement, programme de transformation en 3 mois. Bref, c'est peut-être moins le sujet qui nous intéresse, et donc sur le sujet. Sait-on jamais, mais de toute façon, voilà, tout est sur le site. Pour ceux que ça séduit et qui ont envie d'en savoir plus sur la sous-location, j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Start Sous-Loc, on change pas un nom qui gagne, qui s'appelle Start Sous-Loc. C'est un programme de 3 mois. Et la particularité de ce programme, c'est que vous démarrez avec moi et à la fin, le but, c'est ensemble, pas à pas, et avec tous les membres de la formation en même temps. À la fin, vous sous-louez votre premier bien, quoi. Ça, on fait tout ensemble. C'est pas, je vous laisse devant des vidéos et puis vous apprenez, et puis après, quand vous avez envie de vous lancer, je ne sais pas quand vous lancez. Non, on fait tout ensemble. Donc, avec un accompagnement individuel et collectif, en plus de tous les supports vidéo. Tu m'as dit, ça coûte combien? La formation. Alors, le programme, il sort officiellement début décembre 2020. Ok. Ouais, exactement. Et comme il n'est pas encore lancé, il y a des préventes pour tous ceux qui acceptent de s'inscrire maintenant, mais de commencer dans un mois, dans quelques semaines. Et le prix en prévente est de 900 €. Et je le dis, je le précise, ça inclut aussi tous les documents dont vous avez besoin, et notamment le fameux bail, le sésame. Le sésame sans qui cette activité n'est pas légale. Et les statuts de la boîte, ou ça c'est encore... Bon, de toute façon, ça se trouve, au pire, la boîte, ça se trouve sur Captain Contrat pour... ça, ouais. Ou Legal Place, ou enfin plein d'autres. Exactement. Moi, je vais faire un conseil sur SARL, SAS. Il n'y en a pas une qui est mieux qu'un autre, ça dépend vraiment de votre situation. Ça, j'assure. En revanche, je renvoie vers ces plateformes-là pour les formalités, quoi. Le bail, il est très spécifique. Les statuts, c'est vraiment quelque chose potentiellement d'assez générique. Donc, Et regarde ce que tu disais tout à l'heure, si vous faites à plusieurs potes, parce que c'est pas du tout une mauvaise idée. Moi, je fournis pas les packs d'associés, etc. Enfin, c'est une complexité qui est bien que vous sachiez gérer. En vrai, c'est responsabilisant aussi de pas se dire. Il faut comprendre ce qu'on fait quand même et son activité. Et il faut aussi comprendre pourquoi on choisit un statut plutôt qu'un autre. C'est pour ça que je dis pas c'est tel statut juridique. Je vous fournis tous les documents et puis vous avez plus rien à faire. Non. En vrai, faut comprendre ce qu'on fait aussi, quoi. Et comme moi, je suis une barre de fer aussi, et que je fais attention à mon budget, et que je suis une barre de fer pour mes auditeurs, est-ce que tu leur fais un prix? Oui. Le mec qui tord le bras. Non, pour tous les auditeurs de la Martingale, il y a un prix spécifique. Donc, il suffit d'utiliser le code promo que Mathieu va vous fournir. Il sera en description. Martingale. Normalement, je dis do it, mais c'est sur Génération Do It Yourself. Alors, do it, c'est bien. C'est un bon code. DOIT. C'est dans l'action. Do it, ça marche. Ok. C'est ça. DOIT. Vous utilisez le code DOIT et ça vous permettra d'avoir une remise sur le programme, que ce soit en période de pré-lancement ou après si vous décidez un peu plus tard. Voilà, et je précise, Delphine, 100% de transparence, je ne touche pas d'argent sur ces choses, j'ai pas de commission. Moi, mon modèle économique, tu le valides, hein, Delphine, on est d'accord, mais mon modèle économique, c'est d'avoir des sponsors. Je ne choisis pas mon éditorial par rapport à des personnes qui me rémunèrent, donc c'est hyper important de dire que là, c'est eToro, je crois, sur cet épisode, mon sponsor. Je suis hyper fier d'avoir eToro comme sponsor, et ça me suffit. Donc, je t'ai invité parce que je trouvais ça intéressant, et que, voilà, je ne connais pas la qualité de tes programmes, mais vu comme tu en parles et vu la passion que tu mets dedans, je pense que ça va être bien et que tu as intérêt à ce que ce soit bien. Donc, non, j'ai pas de pression. Voilà, on me fera des feedbacks, mais je suis très confiant là-dessus. Donc, en tout cas, j'ai pas de soucis. Donc, top, merci pour eux, en tout cas. On a largement dépassé. Oui, je vois. Moi aussi, je me regardais l'heure. Deux bavards, c'est mal barré, mais c'est parce que c'était intéressant et qu'on a appris plein de choses. Donc,
Mille merci Delphine, je suis ravi d'avoir fait cet épisode. T'as bien fait de me contacter sur LinkedIn et d'échanger avec moi. Et je suis sûr qu'il y aura des suites. Je trouve que ton projet est très beau et très bien et hyper intéressant. Donc bravo à toi. J'ai pas assez de femmes sur la martingale et là je vais en avoir plusieurs, mais c'est prometteur en tout cas, tu vois. Merci à toi de m'avoir ouvert les portes de Le Martingale. Parce que voilà, j'écoute le podcast avec beaucoup d'attention et puis j'adore ce que tu fais. Donc je suis très contente. Je rougis. Non, mais voilà, je sais ce que c'est que de faire un podcast et donc j'apprécie à sa juste valeur la belle réussite que tu as et les super contenus que tu fais. Donc voilà, je suis très honorée d'être ici avec toi aujourd'hui, de pouvoir m'exprimer et de parler à tes auditeurs. Ben, c'est adorable, mais c'est bien mérité, Delphine. Donc voilà, je te remercie vraiment pour tout ça. Je te dis merde et bravo encore parce que je trouve ça vraiment impressionnant tu vois, t'y aller vraiment avec les tripes. On le sent et dans des périodes où voilà, pour moi, tu sais que j'ai une haute estime pour l'entrepreneuriat et je trouve que là, t'es allé dans un truc vraiment couillu, comme on dit dans d'autres termes, mais tu vois, en fait récemment c'est que des femmes autour de moi qui ont employé ce terme, donc du coup je me dis bon, je dois pouvoir l'utiliser, j'hésite souvent à le faire, mais je n'ai rien contre. Du coup voilà, moi je trouve que voilà, t'as été en tout cas vraiment là-dessus très couillu, on va le redire, hein, mais voilà, tu y es allé et je trouve ça fort dans ces périodes-là, donc bravo encore. Je vous remercie à tous pour votre fidélité pour la martingale. J'ai plein de messages en ce moment sur ce podcast. On se régale, vous voyez, comme aujourd'hui avec Delphine. On va se régaler encore. J'ai plein d'autres sujets passionnants à venir. Je me régale encore. Là, je sais pas ce qui se passe. J'ai eu des espèces de coups de chance énormes sur alors il y a les élections au moment où on se parle américaine, etc. Il s'est passé, mais ce matin je me suis réveillé, j'ai regardé mon portefeuille, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu du Airbus qui a pris je sais pas 18% dans la journée. Je sais pas pourquoi j'avais acheté du Airbus il y a quelques mois, mais je m'étais dit, tu vois, un peu comme sur tes instincts, attends, il y a un moment ça va toucher le fond, mais Airbus va pas disparaître. Et, voilà, bon, du Ethereum, des choses comme ça. Donc c'est rigolo. D'ailleurs, je l'ai partagé dans la newsletter de Génération Do It Yourself. Si vous voulez vous abonner, c'est gdiy.fr/doit. Et j'ai partagé mon portefeuille eToro, donc qui doit être mon nom d'utilisateur, c'est Matintouch, MATINTOUCH. Voilà, mais c'est assez marrant. Je m'éclate bien, je m'éclate trop à faire ces podcasts. Et encore une fois, grâce à des gens comme toi, Delphine. Je te remercie et je vous dis à tous à la semaine prochaine. Salut. Ciao, bye bye. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.